Bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24, un débat auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. La guerre en Syrie, 33 mois de conflit, plus de 110 000 morts et une opposition aujourd'hui, il faut le dire, de plus en plus isolée, prise entre les mouvements djihadistes qui gagnent du terrain et les forces du régime. Une opposition qui se voit aujourd'hui privée d'un soutien de taille. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont décidé de suspendre leur aide non létale à la rébellion. Alors cette décision intervient alors que des combattants du Front islamique ont pris samedi le contrôle de bâtiments et de positions tenues par l'ASL, l'armée syrienne libre. Alors plusieurs questions ce soir. Cette opposition a-t-elle encore les moyens d'exister? La stratégie de Bachar al-Assad a-t-elle réussi? Et enfin, la conférence de Genève 2 est-elle vouée à l'échec? On en parle ce soir avec nos invités, avec vous. Fabrice Balanche, bonsoir. Vous êtes directeur du groupe de recherche et d'études sur la Méditerranée et le Moyen-Orient, maître de conférence à l'université Lyon 2 et auteur d'Atlas du Proche-Orient arabe. Avec nous sur ce plateau, Bassam Tam, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le porte-parole pour le Rassemblement pour la Syrie, professeur de géopolitique et de géostratégie à l'École nationale supérieure de technique avancée. Exact. Et puis en direct de Washington, nous sommes avec Walid Pharres. Walid Pharres, bonsoir. Vous êtes conseiller au Congrès américain pour les questions de terrorisme et vous avez notamment aidé durant sa campagne le candidat républicain Mitt Romney. Merci d'être avec nous en direct de Washington. Et puis on attend d'une minute à l'autre Imad Oussari, qui est un activiste syrien, membre du comité de coordination locale en Syrie. Avant de commencer ce débat, on va tout de suite écouter le porte-parole de la Maison-Blanche. C'était mardi. Nous avons appris que les forces islamistes ont pris le contrôle d'installations et de dépôts appartenant au Conseil militaire suprême. Cela nous inquiète évidemment. Nous sommes en train de recueillir les faits et de consulter les membres du Conseil militaire suprême pour déterminer la situation des matériels américains que nous leur avons livrés. En conséquence, les États-Unis suspendent toutes les futures livraisons d'aide non létale dans le nord de la Syrie. Walid Pharres, en direct de Washington. Walid Pharres, pourquoi cette décision aujourd'hui des États-Unis qui affaiblit l'opposition syrienne? On va discuter si elle a vraiment affaibli l'opposition syrienne, mais certainement c'est une décision qui a plusieurs raisons. Moi, je l'appellerais une décision bisectrice ou trisectrice. La première raison, la plus évidente, est une raison légale. Là où il y a des activités d'organisation comprises ou connues comme terroristes ici à Washington, sur la liste américaine, les États-Unis, l'administration ne peut pas, par la loi, envoyer de l'aide létale ou aussi non létale. Mais il y a deux autres raisons. Une qui est diplomatique, cela fera satisfaction à la Russie. La Russie qui a amené le nouveau arrangement avec M. Assad va recevoir des États-Unis des mouvements comme celui-ci, c'est-à-dire les organisations qui sont djihadistes seront isolées. Troisièmement, c'est aussi un mouvement en ce qui concerne l'accord iranien-américain. Cela est un message aux Iraniens et au régime syrien que nous, en Washington, on va faire quelques mouvements en ce qui concerne ces organisations, mais pas un mouvement complet. C'est pour ça que j'ai dit que je ne pense pas que cela va affaiblir toute l'opposition, mais les formations djihadistes à l'intérieur de cette opposition. Oui, mais Walid Pharres, cette assistance non létale, elle était quand même destinée au départ à l'ASL, à l'armée syrienne libre. Elle n'était pas destinée au mouvement djihadiste. Oui, tout à fait. Mais la question est de savoir qui distribue, à qui ça distribue, et si c'est vraiment l'armée syrienne libre qui reçoit, ou bien des composantes qui sont sous le drapeau de l'armée syrienne libre et qui en fait sont des mouvements djihadistes. L'étude ici à Washington que les agences de renseignement ont amenée à l'administration et au Congrès, c'est comme ça on l'a su, c'est que certaines de ces formations qui ont reçu directement ou indirectement de l'aide américaine, en fait sont liées à Al-Qaïda. C'est ce qui explique la décision. Fabrice Balanche, tout d'abord pour nos téléspectateurs, c'est quoi une assistance non létale ? Une assistance non létale, c'est du matériel militaire, des véhicules, des gilets pare-balles, des lunettes de visée nocturne, enfin des choses qui ne sont pas susceptibles de donner la mort, mais en tout cas de permettre de donner la mort. Est-ce que c'est un coup dur aujourd'hui pour l'opposition syrienne et plus précisément pour l'armée syrienne libre, le fait qu'elle ne puisse plus recevoir de la part du Royaume-Uni et des États-Unis cette aide non létale? C'est un coup dur en termes symboliques parce que là on voit vraiment le tournant des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Et je trouve que M. Pharres est d'une très grande franchise parce qu'il explique très bien qu'il y a eu un deal début septembre entre John Kerry et Lavrov
on laisse Bachar al-Assad en place en échange de l'arsenal chimique. Par conséquent, il a montré sa bonne volonté, il a donné son arsenal chimique, on est en train de le détruire petit à petit. Donc les Américains doivent faire un geste également, donc arrêter de soutenir les rebelles syriens. Alors je dirais que c'est un secret de polichinelle de savoir... Sauf que sur le rapport de force, Fabrice Balanche, sur le terrain, de ne plus aider la rébellion syrienne, c'est la désarmer, c'est lui faire perdre d'une certaine manière la guerre à Bachar el-Assad. Oui, cette armée syrienne libre, c'est la lâcher. L'armée syrienne libre n'a jamais véritablement existé. C'est un secret de polichinelle de dire qu'on avait une armée syrienne libre. Il y avait des gens qui avaient un logo armée syrienne libre et en même temps qui étaient des groupes islamiques qui se battaient déjà avec les mouvements djihadistes. Et les quelques armes qui ont été distribuées à cette armée syrienne libre ont percolé de toute façon vers les mouvements djihadistes. Aujourd'hui, les Américains prennent ce prétexte de la prise d'un dépôt d'armes par des combattants islamiques, mais ils attendaient ce moment-là pour respecter leurs engagement vis-à-vis des Russes qu'ils ont pris début septembre, c'est d'arrêter le soutien à l'opposition syrienne, tout simplement. C'est une demi-victoire, Bassam Tam, pour Bachar el-Assad. Est-ce que finalement Bachar el-Assad, il ne voulait pas en venir là où on en est aujourd'hui, c'est-à-dire un face-à-face sur le terrain entre les djihadistes et les forces du régime, et dire justement aux Occidentaux, eh bien vous voyez, aujourd'hui ce sont les djihadistes et il faut combattre les djihadistes. Est-ce que finalement il n'est pas arrivé à ce qu'il voulait, le président syrien? Est-ce que c'est aujourd'hui que ce sont les djihadistes? Je vous dirais que pour ma part, et pour la part de mon collègue M. Balanche, que je salue ici, qui ne s'est pas trompé sur le dossier syrien depuis le début, j'ai jamais eu l'occasion de lui dire ça face à face, je le félicite. Donc pour moi, dès le départ, j'ai dit que les islamistes étaient pléthores là-dedans. Et comme a dit mon collègue de Lyon, c'est vrai que l'armée syrienne libre, c'était un logo vide de sens. À tel point qu'au début, dans le Conseil national syrien, on voulait créer un bureau militaire indépendant de l'armée syrienne libre, tout au début, si vous vous souvenez. Ça montrait l'amateurisme de ce Conseil national syrien, qui s'était jamais occupé de révolution, ou, vous voyez. Donc, on arrive maintenant à reconnaître ce qu'on a nié au début. Je vous ai dit, il y a 2 ans, les islamistes étaient à Alep, alors qu'ici, dans les médias, on continuait à colporter de mauvaises nouvelles, de fausses informations, ce qu'on appelait de l'intoxication, de l'OSDH de Londres. Vous pouvez vérifier jour par jour ce que racontait le monsieur de Londres. C'était inexact. Je puis vous assurer. Vous êtes tout de même d'accord pour dire que cette révolution qui a débuté il y a 33 mois est partie quand même être une révolution pacifique au départ. C'est vrai. Que ce sont des enfants, on le rappelle quand même pour nos téléspectateurs, que ce sont des enfants qui ont griffonné des mots contre Bachar el-Assad, qui ont été torturés ensuite. Mais vous voyez, ça, personne ne peut le... Oui, mais vous voyez, ce qui est malheureux pour cette révolution syrienne, c'est que rapidement, ce sont les islamistes qui ont noyauté tout cela. Et là, même si les États-Unis ou la France, d'ailleurs, on ne parle pas de la France, on attend que va faire Fabius. Est-ce qu'il va continuer à livrer du non létal ou du létal? C'est à voir. Mais j'aimerais, puisqu'on a parlé de tout ça, il faut quand même, il y a une plainte déposée contre Fabius, j'espère qu'il y aura d'autres plaintes contre les responsables de ceux qui ont armé ces djihadistes. Ce sont des criminels de guerre, et c'est des responsables de crimes contre l'humanité. Voilà. Enfin, je ne pense pas que la France ait cherché quand même à armer des djihadistes après que les armes tombent entre les mains des djihadistes. Oui, on le savait qu'elles allaient tomber entre les mains des djihadistes de toute façon. Voilà. Alors justement, Imad Oussari, alors vous allez justement répondre à Fabrice Balanche et à Bassam Tam. Tout d'abord, première question, vous êtes dans l'opposition. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui d'être lâché par les États-Unis et par le Royaume-Uni ? On a le sentiment, on a déjà vécu ça. En fait, aujourd'hui, on n'a jamais senti quand même les États-Unis, même les Occidentaux, qu'ils ont vraiment nous donné un coup de main, vraiment contre le régime de Bachar el-Assad. Ce qu'on voyait aujourd'hui, que la continuité de régime de Bachar el-Assad, il était vraiment, c'était souhaité par les Américains et les États-Unis en fait, et les Occidentaux, parce qu'ils n'ont jamais été un peu plus loin que les déclarations et des petites aides à droite à gauche. Même il y a des gens là, j'attends beaucoup de choses qui étaient un peu, on va dire,
était un peu, on va dire, qui est à côté de la réalité. Effectivement, aujourd'hui, qu'on parle de l'islamisme, mais c'est pas comme ça la révolution. Mais qui a donné la force de l'islamisme? Parce qu'aujourd'hui, quand nous avons demandé la vraie aide pour le peuple syrien, ils n'étaient pas là. On a demandé aidez-nous pour combattre Bachar al-Assad et laisser à côté. On a demandé d'aller au Conseil de sécurité et était bloqué par les Russes. Tout ça, mais nous, on n'avait pas la possibilité. D'autre part, il y a d'autres pays, qui ont plus d'argent, qui a injecté l'argent pour l'extrémiste. Pourquoi les gens ils réfugient derrière l'extrémisme? Parce qu'ils n'avaient pas d'autre espoir. Et l'espoir, c'était quoi? Nous avons demandé, allez, de première 4 mois, 6 mois, allez, mettez la pression contre le régime de Bachar al-Assad. Ce n'était pas le cas. Regardez le régime de Bachar al-Assad, depuis le départ, qui disait « Nous sommes contre Israël ». Elle a dit beaucoup de choses contre l'Israël, comme quoi c'est le régime qui devait récupérer la dignité arabe. Mais le jour du lendemain, il a lâché tout. Il a lâché l'arme chimique, tout ça. Mais quand on parle maintenant de victimes, on a presque 125 000 victimes mortes en Syrie. On dit c'est pas, le régime n'est pas prêt à faire quelque chose. Et je vais seulement répondre à mon ami. Quand même, effectivement, comme vous voyez, vous voulez déposer plainte, c'est-à-dire quelque chose contre Fabius. Mais il faut y aller aussi contre tous les gens de régime qui ont tué. Vous êtes d'accord avec ça, entièrement d'accord. Je vais vous dire même. Vous êtes d'accord pour qu'il faut traduire en justice, par exemple, Bachar el-Assad? Vous êtes d'accord? Attendez, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Parce que vous accusez Bachar el-Assad, on demande des preuves. Parce que c'est facile, vous voyez. Pendant 2 ans, vous nous avez bassinés avec Assad, tortionnaire de son peuple. Assad, dictateur. Mais est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que c'est vrai ou pas? C'est pas vrai. Dès le début, laissez-moi, vous me donnez la parole. Au début, quand il y a eu les affaires de Daraa, Assad a fait une déclaration. Il a dit que les responsables de crimes pareils et de torture seront jugés. Il a dit, non, mais au moins il l'a dit. Maintenant, vous comprenez que dans ces dossiers-là, c'est très facile. S'il vous plaît. Il a dit, mais je t'ai laissé parler, j'ai écouté religieusement. Alors, est-ce que rapidement, parce que je veux qu'on avance dans le débat, on peut pas rapidement, est-ce que essayez de voir aujourd'hui ce que Seymour Hersh a écrit sur la politique d'Obama, lui qui a eu, n'est-ce pas, le mérite de mettre en lumière l'affaire d'Abu Ghraib en Irak. Il dit bien que l'administration américaine s'est trompée et a caché la vérité sur tout ce qui est chimique, l'attaque chimique près de Damas. Vous voyez, s'il faut vraiment poursuivre les responsables, commençons par George Bush et toute la guerre d'Irak. Le jour où la Cour internationale jugera des Américains, à ce moment-là, je croirai en une justice vraiment contre les criminels de guerre et de l'humanité, contre l'humanité. Ça veut dire que c'est d'impunité pour personne. Bon, c'est peut-être pas non plus la solution. Fabrice Balanche, sur le terrain, aujourd'hui, on a un face-à-face entre les djihadistes et les forces syriennes. Quel est justement le rapport de force ? Le rapport de force, il est quand même clairement en faveur de l'armée syrienne aujourd'hui. Alors, vous avez pas seulement un jeu djihadiste armée syrienne, vous avez aussi quelques groupes encore qui restent plus ou moins fidèles à l'armée syrienne libre, c'est beaucoup dire, mais en tout cas qui sont en dehors des groupes djihadistes. Il faudrait s'entendre comment on qualifie djihadiste d'ailleurs, qui sait? Est-ce que c'est seulement Jabhat al-Nusra, État islamique du Levant Mais vous avez aussi les milices kurdes qui tiennent tout le nord de la Syrie, de Afrin jusqu'à Kamishli, et qui se battent également contre les djihadistes et autres groupes islamiques en Syrie. On a un jeu à 3, voire à 4 en Syrie aujourd'hui. Donc l'armée syrienne, je dirais, sur le terrain, c'est vraiment elle qui domine, on voit bien, puisqu'elle lance des offensives, elle a repris plusieurs localités du Kalamoun, entre Damas et Homs. Les rebelles dans la région de Damas sont encerclés et elle attend tout simplement que les rebelles se battent entre eux pour pouvoir ensuite lancer une offensive, sans doute au printemps, sur le nord de la Syrie, sur Alep. Walid Fares, la question quand même qu'on se pose, on sait que ces djihadistes sont armés notamment par le Qatar et par l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite est quand même un allié très proche des États-Unis. Pourquoi les États-Unis ne font pas pression sur l'Arabie Saoudite ? Je dirais pourquoi Washington ne fait pas de pression sur le Qatar, qui est très proche, sur le Qatar qui a une base aussi. énorme. Tout à fait. Aussi, donc tous les
tous les pays de la péninsule arabique ont aidé à un certain moment les groupements djihadistes en général, mais aussi l'armée libre syrienne. La question maintenant est la décision américaine du président Obama, de son administration, est de changer la géopolitique en Syrie. Les États arabes du Golfe n'ont pas changé, donc on voit deux politiques tout à fait différentes. Ce qui se passe maintenant, on l'a vu dans la réunion des pays du Golfe, c'est une réévaluation entre l'Arabie saoudite, le Qatar, les autres pays, probablement d'autres non-Golfe comme la Jordanie et probablement plus tard l'Égypte, pour voir ce qu'ils vont faire avec la Syrie. Ils sont en train de regarder sur la grande stratégie américaine de l'engagement avec l'Iran. C'est là où tout se passe. Si elle est sérieuse, si dans les 6 mois à venir, il y a quelque chose de sérieux qui se passe, donc les États arabes vont faire une réévaluation de leur politique vis-à-vis de la Syrie. Si rien ne se passe de sérieux entre l'Iran et les États-Unis, je pense que les États arabes vont venir à Washington et demander qu'il y ait une nouvelle stratégie pour renforcer l'opposition syrienne, mais pas l'opposition d'Al-Nusra et des djihadistes. Donc, nous sommes dans une période grise entre ce qui s'était passé depuis 2011 et ce qui va se passer 6 mois après. Oui, c'est-à-dire que c'est lié au dossier iranien, c'est vrai. S'il n'y a pas eu de frappe contre la Syrie, parce qu'on risquait un dérapage. Voyez-vous, si on s'attaquait à la Syrie, on était sûr que le Hezbollah allait entrer en jeu, que peut-être l'Iran. Vous voyez, et là, ce que dit M. Fares, c'est très juste. C'est une période de clair-obscur, grise entre les deux. On attend si vraiment les sanctions vont être levées et les relations vont être bonnes avec l'Iran. Mais déjà, ça se fissure au niveau du Golfe arabe. Vous avez vu, M. Fares n'a pas parlé d'Oman. Oman a clairement dit qu'elle ne voulait pas de cette union des pays du Golfe. Hein. Donc, ils sont arrivés à quoi? Juste à un bureau militaire commun entre tous ces États, mais tout le monde sait que ce bureau militaire, c'est rien du tout, puisque ceux qui sauvegardent la sécurité de l'Arabie saoudite, du Qatar, du Koweït, ce sont beaucoup plus les Américains que ces pays-là, voyez-vous. Imad Oussari, qu'est-ce qui reste aujourd'hui de l'ASL? Et est-ce que le général Idriss ne devrait pas partir? Est-ce que là, il n'est pas sur un siège éjectable? Oui, déjà la structure de l'armée syrienne libre, elle n'était jamais, pour moi, une structure qui était vraiment qu'une seule structure. On savait ça. Il n'y avait pas de soutien politique comme il faut. Donc ça, c'est aussi de votre responsabilité, en tout cas de responsabilité de l'opposition politique aussi. La responsabilité... Qui est divisée aussi entre les laïcs, entre les islamistes. La responsabilité, c'est une opposition très divisée. Oui, mais la responsabilité, elle est partagée de tout le monde. On a une part de responsabilité, effectivement. Il y a une part de responsabilité, je crois encore, je porte ça encore une fois sur une voix un peu plus forte, sur la communauté internationale, sur les promesses qui étaient données en plusieurs fois sans donner suite. Et c'est ce type de promesses, quand les généraux d'armée libre venaient dans le nord de Halab, même banlieue de Damas, qui disaient c'est bon, on a maintenant tout ce qu'il faut, on va essayer de reculer les djihadistes et on reprend le main comme on va parce que les djihadistes, c'était jamais... Les djihadistes, Jabhat al-Nusra ou Daesh, qu'on appelle dans notre langage, c'était jamais, ils n'ont jamais la même propagande que le peuple syrien. C'était pour nous, ils ont la même ligne que le régime. Aujourd'hui, je viens de vous donner une déclaration. Il y a une milice, on ne sait pas c'est qui a enlevé Razan Zaitouni. Razan Zaitouni, c'est une activiste syrienne qui était à Douma, au banlieue de Damas, qui était libérée depuis très longtemps. Le régime de Bachar al-Assad, il n'a pas réussi à capturer Razan avec ses copains. Et là, c'était au cœur de Douma. On voyait cette Douma, il est sous la responsabilité de Jaish al-Islam, ça veut dire le brigade de l'Islam, qui était sous la responsabilité de Zahran al-Louch. Malgré tout, ces gens-là, ils viennent de capturer. Pour ça, aujourd'hui, on croit, le peuple syrien, il est coincé comme entre les djihadistes et les forces du régime. On va faire une pause, Bassam Tan. Je vous donnerai la parole. On va faire une pause, si vous le voulez bien. Le temps du rappel des titres. On se retrouve pour la seconde partie de notre débat. Et on se posera la question de savoir si Genève 2, si cette conférence n'est déjà pas vouée à l'échec. À tout de suite.